Très bien, mais je voudrais d'abord remercier le professeur Fischer de me donner l'occasion de parler dans ce lieu illustre et plus généralement d'avoir le plaisir de bénéficier de son enseignement depuis 10 ans au quotidien. Donc le titre doit sembler assez obscur à la quasi-majorité d'entre vous. Les interpéronopathies mendéliennes sont un groupe de maladies qui est d'identification extrêmement récente et qui sont classées dans les maladies auto-inflammatoires, mais c'est un très bon exemple de voir comment une maladie rare peut amener à la compréhension de maladies moins rares et surtout au fait de manier des concepts comme celui de l'auto-inflammation dont vient vous parler M. Fischer, qui classiquement était un peu exclusif de l'auto-immunité, mais ce sont des maladies qui vont un petit peu englober ces deux aspects. Et donc c'est intéressant de voir comment ces deux aspects s'enchaînent. Donc très brièvement, pour bien comprendre de quoi on va parler, donc, qu'est-ce qu'une maladie auto-inflammatoire? M. Fischer vous en a parlé. Qu'est-ce qu'une maladie auto-immune et comment elles peuvent se mettre en parallèle? Ce sont deux maladies, vous avez compris, qui sont issues d'une dysrégulation du système immunitaire. Donc, maladie auto-inflammatoire, je suis une clinicienne. D'un point de vue clinique, c'est finalement assez compliqué, je trouve, de trouver une définition, mais depuis de nombreuses années, finalement, la définition n'a pas changé. Et de façon récente, on les caractérise par un groupe de maladies caractérisées par une inflammation systémique, chronique ou récurrente. Donc, ce sont des maladies qui vont être responsables, comme vous avez compris, d'une inflammation incontrôlée, soit par accès, pour répondre à la question de monsieur, soit de façon périodique. Alors, la dénomination périodique est assez mauvaise, c'est surtout récurrent. Il y a une seule maladie qui est périodique, qui n'est pas génétique d'ailleurs, mais ce sont surtout des fièvres récurrentes et qui n'ont rien de périodique et qui vont avec des accès fébriles qui vont être déclenchés par des stimuli non spécifiques qui vont faire intervenir l'immunité innée d'une façon générale. Et donc, classiquement, ces maladies se caractérisent aussi par l'absence d'auto-immunité, l'absence ou la quasi-absence d'intervention de l'auto-immunité, soit de lymphocytes, soit des anticorps médiés par les lymphocytes B. Et donc, bien sûr, c'est une inflammation qui est indépendante de tout agent infectieux. C'est une fièvre qui est indépendante de tout agent infectieux. Quand on est un clinicien, quand on est patient à de la fièvre, on pense d'abord à une infection, puis après à une inflammation. Et donc, en parallèle, puisqu'on va parler des deux cet après-midi, une maladie auto-immune, qu'est-ce qu'une maladie auto-immune? C'est aussi une anomalie du système immunitaire qui va résulter de la rupture de la tolérance au soi. Donc, notre organisme est composé d'un certain nombre de cellules, d'organes, qui le tolèrent, sinon nous ne serions pas là. Et dans certaines conditions pathologiques, cette tolérance au soi va être interrompue, et donc les systèmes immunitaires, les lymphocytes B, les lymphocytes T, vont attaquer certains organes, certaines cellules, et ce qui va constituer l'auto-immunité. Vous connaissez tous de très nombreux exemples de maladies auto-immunes, la polyarthrite rhumatoïde, le diabète, et peut-être moins une maladie dont on parlera beaucoup ici, qui est l'exemple même de maladie auto-immune, qui est le lupus systémique, dont je vais vous dire un mot un instant. Donc, encore une fois, d'un point de vue clinique, ces maladies auto-inflammatoires, c'est souvent des accès de fièvre brutaux qui apparaissent brutalement et qui s'autocontrôlent, qui vont pour une raison, le stimulus va s'arrêter, elles vont s'interrompre. Plus rarement, la fièvre va persister. Plus rarement, il n'y aura pas de fièvre, mais il y a toujours une inflammation dans le sang. Par exemple, avec des paramètres de l'inflammation, tels que la vitesse de sédimentation que vous devez connaître. Et puis à ces accès inflammatoires systémiques, la fièvre va s'associer souvent des inflammations de la peau, des articulations abdominales, un petit peu comme ce que M. Fischer vient de vous dire sur la maladie périodique. Voilà pour l'auto-inflammation. L'auto-immunité, donc il y a des centaines de maladies auto-immunes. La maladie qui s'appelle le lupus systémique, donc qui est secondaire à la fabrication d'anticorps par les lymphocytes B, est un exemple assez caricatural de l'auto-immunité. Et donc il s'agit d'auto-anticorps qui sont dirigés contre des constituants des noyaux, ce qui explique que la totalité des organes peuvent être atteints, puisque c'est l'ensemble des organes comportent des cellules qui elles-mêmes comportent des noyaux, notamment le rein, la peau et les articulations. Et on verra un petit peu la balance entre ces deux pathologies auto-immunes, auto-inflammatoires au cours de cet exposé. Alors, j'ai très honte de montrer ce tableau très simpliste, très réducteur et un peu faux après tout ce que M. Fischer vient de vous raconter sur la complexité du système immunitaire. C'est juste pour illustrer, s'il y a encore un tout petit peu de vrai dans ce schéma, les différents acteurs des cellulaires de ces différents mécanismes. Donc, l'immunité adaptative,
les lymphocytes qui gardent une mémoire et qui répondent à un stimulus spécifique, qui sont les lymphocytes T et les lymphocytes B. Par exemple, ce qui explique effectivement quand on est vacciné contre la polio, on va fabriquer des anticorps anti-polio. Donc ce système immunitaire est de façon physiologique responsable de la défense contre les infections. Il a aussi beaucoup d'autres rôles, mais de la défense contre les infections. Donc, va intervenir dans les maladies auto-immunes. Et puis à côté, donc, le système immunitaire inné, les macrophages, les neutrophiles, les monocytes, donc ça parle de M. Fischer beaucoup plus finement que ce tableau très très grossier, qui vont répondre à des stimulus non spécifiques, des fragments bactériens par exemple, des signaux de danger, et donc qui vont intervenir plus, eux, dans l'auto-inflammation, alors que l'immunité adaptative interviendra plus dans l'auto-immunité. Donc vous avez entendu il y a quelques minutes que ce système immunitaire inné avait aussi une mémoire, mais il reste vrai qu'à ce jour, il n'y a pas de récepteur spécifique connu. Donc finalement, cette distinction immunité innée, maladie auto-inflammatoire, immunité adaptative, les anticorps, les lymphocytes et maladies auto-immunes reste grossièrement vraie. Et donc, jusqu'à une date très récente, et particulièrement jusqu'à l'identification de ces interféronopathies dont je vais vous parler, on distinguait de façon assez nette donc les pathologies auto-inflammatoires résultant de l'immunité innée avec ces épisodes fébriles, cette inflammation répétée, et les pathologies auto-immunes qui se manifestent de façon plus continue sous la dépendance d'autant-corps de lymphocytes T. Cette distinction permettant quand même d'aborder le traitement de ces malades, de ces patients de façon un peu différente, puisque dans l'auto-inflammation, il y a des cytokines pro-inflammatoires qui sont sécrétées, l'interleukine 1, le TNF, dont vous parlait M. Fischer, donc il y a avec des médicaments qui vont cibler de façon très spécifique ces cytokines. Dans l'auto-immunité, on aura envie plutôt de cibler de façon plus ou moins spécifique les lymphocytes B, les lymphocytes T, donc a priori des approches thérapeutiques très différentes. Et donc nous allons voir au cours de cet exposé comment, s'il y a des ponts, enfin quel pont il y a entre ces deux bords du fleuve. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Qu'est-ce qu'une interféronopathie mendélienne? On va parler de maladie génétique. Donc c'est un concept d'identification récent. Dans les années papier des années 2011 a été le premier où l'on faisait état d'interféronopathie de type 1. C'est un concept qui a été beaucoup étudié par le professeur Crowe, qui est un neuropédiatre anglais, qui est un généticien également, et qui est venu travailler à l'Institut Imagine à Necker, et donc j'ai eu la chance et le plaisir de collaborer depuis toutes ces années. Donc, il s'agit d'un groupe de maladies qui, donc, comme l'on l'indique, va être défini par une physiopathologie, un mécanisme commun. Donc, ce sont des maladies génétiques mendéliennes qui vont être caractérisées par une sécrétion accrue d'une cytokine, qui est l'interféron alpha, qui fait partie des interférons de type 1, d'où le nom de la maladie. Et cet interféron n'est pas seulement un marqueur de la maladie, ce n'est pas parce qu'on a une élévation d'une cytokine, d'une substance quelle que soit dans le sang, qu'elle est responsable de la maladie, mais donc cet interféron va avoir un rôle pathogène et être responsable des manifestations de la maladie. Et donc, d'un point de vue clinique, comment est-ce qu'on va identifier ce groupe de maladies? On va essayer de voir si l'interféron alpha est élevé de façon inappropriée. On peut de façon assez récente mesurer cette substance dans le sang de façon à des concentrations extrêmement fines. Et pendant très longtemps, on a repéré ces maladies par ce qu'on appelait la signature interféron alpha, c'est-à-dire que l'on étudie l'expression des gènes qui sont sous la dépendance de cet interféron alpha, en vert ici, par rapport à un patient témoin qui n'est pas malade. Et on étudie ici 6 gènes sous la dépendance de cet interféron, c'est ce qu'on appelle le transcriptome, et on voit que l'expression de ces 6 gènes est élevée par rapport à un patient témoin. Donc c'est ce qu'on appelle une signature, des études de transcriptome de l'expression de l'ARN. Et c'est la façon dont nous, en clinique, on aborde ces maladies. On verra sur quels signes on peut évoquer le diagnostic, mais c'est ce qui nous permet d'aborder ces pathologies. Donc ce tableau très compliqué pour vous expliquer que depuis la première identification de la première interféronopathie de type 1, il y a maintenant plus de 20 gènes qui ont été identifiés, dont la mutation conduit à ces maladies, donc dans des lieux très différents de la cellule. Bien sûr, on ne va pas détailler toutes ces maladies, donc c'est en rouge. Donc tous ces gènes peuvent être mutés et induire des maladies différentes d'interféronopathie de type 1. Donc, interféronopathie, on parle d'interféron. Qu'est-ce que c'est que l'interféron? C'est une cytokine, une substance qui est fabriquée par une cellule qui va agir à distance et moduler l'activité d'une autre cellule, soit en l'activant, soit en inhibant, modulant son activité.
Et donc, initialement, ça a été une des premières cytokines individualisées avec un rôle physiologique majeur contre les virus. Donc, les interférons, il y en a, sont en très grand nombre, présents en très grand nombre, séparés en 3 types. Donc, nous allons ici parler aujourd'hui des interférons de type 1, qui comportent notamment l'interféron de type alpha, dont nous parlerons aujourd'hui. Donc, quasi première cytokine identifiée, il y a maintenant de nombreuses années, on avait inoculé un virus, le virus de l'influenza, dans la membrane chorioallantoïque d'un poulet qu'on a fait incuber dans des tubes, et on a vu qu'il y avait une substance qui interférait, une interférence avec ces virus qui permettait à ceux-ci d'être éliminés, d'où le nom de l'interféron. Alors, interféron alpha, pourquoi est-ce que c'est un rôle majeur? Comment ça va marcher en physiologie pour se débarrasser d'un virus? Et pourquoi, lorsque l'on sécrète de façon inappropriée dans des maladies génétiques, on va aboutir à une inflammation? Donc, cette sécrétion d'interféron alpha va être favorisée, stimulée par des acides nucléiques, l'ADN, on est ici bien, qui sont constituants du noyau, l'ARN, qui est issu de la traduction de l'ADN ou qui est présent dans certains virus, eh bien, ces acides nucléiques, donc constituants du noyau, lorsqu'ils sont d'origine virale, vont aboutir à la sécrétion d'interféron alpha. Et donc, cette cytokine aura un rôle majeur entre la reconnaissance du soi et du non-soi. L'organisme va reconnaître le virus comme étant du non-soi, comme n'appartenant pas à lui-même, et va mettre en route toute une série de réactions qui vont aboutir au fait de se débarrasser du virus, de très nombreux virus, pour lesquels cette cytokine interféron alpha a un rôle majeur dans les maladies en physiologie humaine. Et puis, dans ces fameuses interféronopathies de type 1, maladies génétiques, il va y avoir des anomalies. Donc, les anomalies génétiques vont entraîner, pour des raisons qu'on expliquera dans un instant, le fait que, en partie, ses propres acides nucléiques, ses propres constituants du noyau, ADN, ARN, l'oncle soi va induire une sécrétion d'interféron alpha, et à ce moment-là, on va aboutir donc à une maladie auto-inflammatoire et aux interféronopathies de type 1, donc rôle majeur de cette cytokine dans la réponse entre le soi et non-soi. Et dans les interféronopathies génétiques, le soi va conduire aussi à une sécrétion de cette cytokine. Donc, comment cet interféron, on va juste s'arrêter quelques instants sur la façon dont on va être sécrété cette substance, interféron, puisque les maladies génétiques vont correspondre à des anomalies de chacune des séquences de cette sécrétion. Donc, physiologiquement, il y a donc là un virus qui arrive, l'ADN, l'ARN du virus qui arrive, et donc cet ADN, ARN viral va stimuler ce qu'on appelle une molécule qu'on appelle un sensor, qui va donc être sensible à l'action de cet interféron, qui lui-même va s'adapter, se lier à une autre molécule qu'on appelle adaptatrice, et donc cet adaptateur va stimuler des facteurs de transcription. À la transcription, donc ce sont tous les mécanismes qui vont permettre de traduire ce qui est contenu dans le code de l'ADN en protéines. Et donc, il va y avoir un ordre donné via cette cascade à la cellule de fabriquer de l'interféron alpha ici. Et il va y avoir une boucle qui va s'auto-entretenir elle-même. L'interféron alpha va aller dans d'autres cellules se lier sur le récepteur. Il va y avoir à nouveau une cascade de réactions qui vont à nouveau se traduire par la sécrétion d'interféron alpha, qui va aboutir à une boucle continue de sécrétion de cette molécule. Et finalement, donc, voilà ce qui se passe normalement quand on rencontre un virus. Et finalement, que va-t-il se passer lorsque on a une maladie génétique qui va aboutir à une sécrétion inappropriée d'interféron alpha? Et donc, je vous ai dit, de très très nombreux gènes sont responsables de ces maladies génétiques. Et de façon assez majoritaire, ces maladies, ces mutations vont aboutir à des anomalies du métabolisme des acides nucléiques, l'ADN et l'ARN. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, par exemple, certaines de ces mutations vont entraîner une diminution de l'activité des enzymes qui sont responsables de la dégradation de l'ADN et des acides nucléiques, des exonucléases, des endonucléases.
Donc, ces acides nucléiques, au lieu d'être dégradés, vont persister dans le cytoplasme de la cellule. Et donc, cette persistance des acides nucléiques dans le cytoplasme de la cellule va aboutir à la cascade que je viens de vous montrer, va donc stimuler le sensor, l'adaptateur, le récepteur de l'interféron alpha et finalement la stimulation d'interféron alpha, ici qui va provoquer une auto-immunité. Donc, le premier mécanisme expliquant cette sécrétion inappropriée d'interféron alpha dans ces maladies génétiques, l'accumulation d'acides nucléiques. Deuxième mécanisme, la transformation, une mauvaise édition de ces acides nucléiques dont la composition va être modifiée, dont le résultat va être le même, ils vont persister dans le cytoplasme et donc ces acides nucléiques du soi vont entraîner une sécrétion d'interféron alpha. Troisième mécanisme possible, donc il y a des récepteurs de ces sensors, de cet adaptateur, qui vont recevoir le message. Et dans certaines anomalies génétiques, certaines de ces interféronopathies, ce récepteur va être activé en permanence. Il y a donc, en permanence, il va transmettre le signal au noyau de fabriquer de l'interféron alpha. Et puis enfin, autre mécanisme, il y a physiologiquement des mécanismes qui inhibent la sécrétion d'interféron alpha, et bien, il s'agit d'un déficit de ces mécanismes qui inhibent cette production. Donc vous voyez, l'accumulation d'acides nucléiques non dégradés, d'acides nucléiques anormaux, l'hyperactivité permanente de certains récepteurs va aboutir finalement, dans ces maladies, à la sécrétion de cet interféron. Voilà un petit peu pour planter le décor des mécanismes. Donc, sur le plan, moi je suis une clinicienne, sur le plan clinique, comment est-ce qu'on va repérer ces maladies, comment elles vont se manifester, et puis on finira un petit peu en parlant de l'auto-immunité et de l'auto-inflammation. Donc, 2011, le concept apparaît, vous voyez que c'est récent, ces maladies qu'on connaît vraiment de façon extrêmement récente. Donc, donc, de très nombreux gènes, plus d'une vingtaine de gènes. Il y a deux pôles de manifestation de ces maladies, essentiellement, qui vont nous permettre, qui vont attirer notre attention lorsqu'on voit un patient pour qu'il y ait une inflammation qu'on ne comprend pas. C'est le système nerveux central et la peau. Donc, des atteintes très évocatrices. Donc, le système nerveux central, ce que l'on va voir lorsque l'on pense à cette maladie, on va faire des imageries cérébrales. On va voir ici sur le scanner, vous voyez, ces petits pleins de blanc, c'est des calcifications. Et c'est des calcifications qui sont présentes chez certains enfants qui ont des maladies sévères dès la naissance. Donc on peut imaginer, on n'a pas la preuve, que ces calcifications résultent d'une inflammation survenue in utero chez le fœtus, chez l'enfant. Et puis, voyez, et puis ici, sur une IRM cérébrale, donc qui permet de voir plus finement le cerveau, et ici des anomalies de la substance blanche, tout ce qui est en blanc traduit probablement de l'inflammation dans le cerveau. Et donc ce qu'il y a d'intéressant par rapport à tout ce que je viens de vous raconter sur le rôle normal de l'interféron alpha qui va se débarrasser des virus et sur ces maladies qui s'accompagnent de cette sécrétion inappropriée d'interféron alpha, c'est quand on fait des IRM cérébrales à des enfants qui ont des infections, la rubéole, le CMV, et bien ici, on tombe sur des anomalies qui sont strictement identiques ici à un enfant qui a une interféronopathie qui s'appelle syndrome des cardiaques-gouttières. Donc on voit bien le rôle clé de l'interféron, d'un côté dans un rôle physiologique, on se débarrasse du virus, de l'autre côté dans une maladie où on n'arrive pas à se débarrasser de cette sécrétion d'interféron alpha. Et donc, ces calcifications dans le cerveau sont extrêmement évocatrices de ces maladies génétiques, aussi d'infections virales. Elles se manifestent, quand on examine les enfants, par des anomalies cliniques, ce qu'on appelle une paraplégie, paraparésite, des enfants qui ont des jambes très raides, qui ont des réflexes très vifs, qui parfois ne peuvent plus marcher, qui peuvent avoir des crises convulsives, qui peuvent avoir une atteinte des méninges, l'enveloppe autour du cerveau. Et l'interféron alpha peut se retrouver élevé non seulement dans le sang, dans ces maladies, mais encore plus dans le liquide céphalorachidien qui est donc autour du système cérébral. Donc, premier pôle des manifestations cliniques, l'atteinte neurologique qui est un point important. Deuxième pôle, l'atteinte cutanée, là aussi très évocatrice. Ce sont des enfants qui se manifestent comme ça avec des ulcérations sur la peau, qui peuvent être parfois très sévères. Donc, c'est surtout des ulcérations qui touchent les extrémités. Vous voyez ici les orteils,
les talons, les doigts, les oreilles, ici les joues. Donc des ulcérations cutanées qui sont assez inhabituelles pour nous en pédiatrie. Quand on voit ces patients, qu'en plus ils ont une inflammation et qu'en plus peut-être ils ont une calcification cérébrale, on peut imaginer que probablement ils ont une interféronopathie génétique. Et donc ces lésions sont liées probablement à une inflammation des petits vaisseaux de la peau ou à une obstruction de ces vaisseaux de la peau liée à une inflammation de l'endothélium. Donc deux pôles très forts pour un clinicien, le système nerveux et la peau. Et donc à côté de ces deux organes majeurement touchés, si l'on peut dire, il existe d'autres atteintes. Il peut y avoir des atteintes pulmonaires, des enfants qui ont des atteintes pulmonaires sévères, des atteintes musculaires, des atteintes articulaires, des atteintes oculaires. Donc une maladie assez polymorphe, avec là encore une fois ce très très grand nombre de gènes qui peuvent être touchés. Donc voilà le tableau clinique de ces maladies, les ulcérations cutanées, l'atteinte neurologique qui peut être extrêmement sévère. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une maladie auto-inflammatoire? Est-ce qu'il s'agit d'une maladie auto-immune? Est-ce qu'il s'agit des deux? Est-ce que finalement c'est très important de faire la distinction entre les deux? C'est ce que nous allons voir dans cette seconde partie. Alors, donc, classiquement, ces maladies sont considérées comme des maladies auto-inflammatoires. Donc, ces maladies produisent de l'inflammation de façon spontanée, liée à des cytokines produites de façon excessive, donc avec l'intervention prédominante du système inné qui va être responsable de la sécrétion interféron-alpha et donc rarement associée à des anticorps qui sont donc le signe des maladies auto-immunes. Donc une revue récente, Yannick Crow, qui explique que ces maladies doivent être considérées comme des maladies auto-inflammatoires. Et d'ailleurs, maladie auto-inflammatoire, M. Fischer vous en a parlé tout à l'heure, il y a un nombre croissant, il y a des dizaines et des dizaines de maladies auto-inflammatoires qui sont maintenant décrites. Vous voyez ici une liste impressionnante d'entre elles, avec donc des cytokines diverses qui interviennent, l'interleukine 1 dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis donc ces trois maladies qui constituent des entités à part, qui sont liées à une sécrétion accrue d'interférons de type 1, donc les interféronopathies de type 1, trois entités cliniques différentes qui sont classées dans les maladies inflammatoires monogéniques. La première d'entre elles et donc s'appelle le syndrome d'Aicardi-Gouttière, décrit par deux neuropédiatres de Necker il y a maintenant une trentaine d'années, avant que le mécanisme soit connu, qui donc M. Aicardi et Mlle Gouttière, qui comportait donc une atteinte très sévère à la naissance, comme on peut le voir dans des infections virales, et vous comprenez pourquoi des encéphalites virales peuvent mimer ces maladies génétiques. Donc maladie sévère, souvent de début néonatal, avec une atteinte cérébrale sévère, une spasticité dont je vous ai parlé, des enfants qui avaient souvent un retard de développement important, des calcifications cérébrales, des ulcérations cutanées telles que celles que je vous ai montrées. Et très vite, on s'est aperçu que ces enfants avaient un interféron alpha élevé dans le sang et dans le LCR. C'était des dosages que l'on faisait à l'époque, parce que comme ces enfants avaient un tableau qui ressemblait à une maladie virale, c'est un dosage que l'on avait la chance de pouvoir faire en France assez facilement. Donc on dosait avec l'idée qu'ils avaient une maladie virale cet interféron alpha, et dans un second temps, on s'est aperçu que ces maladies n'étaient pas des maladies virales, mais des maladies génétiques. Donc voilà le père de la première de ces interféronopathies qui a été décrite, l'atteinte cérébrale, l'atteinte cutanée également, mais l'atteinte cérébrale prédominante. Et puis donc de façon plus récente, ont été décrites ces deux autres maladies, dont je vous parle un tout petit peu plus. Donc là, ce sont des anomalies qui s'appellent des anomalies du protéasome. Donc le protéasome, c'est une espèce de machinerie cellulaire qui est responsable très schématiquement de la dégradation des protéines, qui comporte 6 sous-unités. Et il y a des mutations d'un certain nombre de ces sous-unités sont associées à ce tableau clinique et à une sécrétion accrue d'interféron alpha, qui est donc le signe commun de toutes ces maladies qui, vous verrez, sont quand même de présentation finalement un peu différente quand on va dans le détail.
toutes ces maladies ont, enfin la grande majorité de ces maladies ont comme caractéristique d'avoir un début très précoce, maladie génétique qui commence tôt dans la vie. Donc toutes ces maladies dont je vais vous parler, auto-inflammatoires, sont associées à une inflammation, que ce soit une fièvre ou une inflammation sanguine. Et puis donc vous voyez cette maladie très particulière, ça vient de ces nodules-là qui sont une inflammation du tissu graisseux, une paniculite qui va disparaître et donner une fonte du tissu graisseux, comporte une inflammation des muscles, une inflammation articulaire, un certain nombre d'autres atteintes associées, une auto-immunité, on reviendra dessus, parce qu'il y a un certain nombre de ces maladies qui comportent aussi une immunité, les fameuses calcifications des noyaux qui sont là, et donc un retard de croissance. Et fait intéressant on va introduire ici, donc ces maladies rares, on a compris leur mécanisme, on a compris qu'elles étaient liées à un rôle la sécrétion inappropriée d'interféron alpha qui était pathogène. Donc on a cherché à traiter ces maladies. Il y a des médicaments qui inhibent la sécrétion d'interféron alpha par différents mécanismes que je ne détaillerai pas ici. Mais depuis, c'est extrêmement récent, depuis 2 ou 3 ans, on utilise ces traitements chez des enfants donc atteints de ces maladies génétiques. Et vous voyez ici un premier exemple. Ces enfants ont été traités par des médicaments qui inhibent la sécrétion d'interféron alpha. Et vous voyez l'efficacité que cela peut avoir, notamment sur l'inflammation de la graisse ici, avec des patients dont l'état clinique se transforme, avec donc des sécrétions d'interféron alpha ici qui diminuent très nettement avec le temps. Donc c'est la première notion, c'est une maladie très rare, mais on va pouvoir arriver à proposer un traitement et vous verrez que le traitement de ces maladies rares va permettre de réfléchir à un traitement de maladies moins rares ultérieurement. Troisième maladie auto-inflammatoire classée dans les interféronopathies monogéniques, une maladie qui est secondaire à une mutation d'un des récepteurs de l'adaptateur dont je vous ai parlé tout à l'heure, un récepteur qui est activé en permanence et donc qui va s'accompagner, là aussi qui a un début très précoce, comme souvent dans ces maladies. Là, on va retrouver cette fameuse atteinte cutanée, les ulcérations cutanées ici, sur les mains, sur la joue. Et puis, un organe qu'on n'avait pas beaucoup l'habitude de voir, nous, dans ces maladies, c'est le poumon. Ce sont des enfants qui ont un poumon extrêmement malade et qui peuvent décéder de leur atteinte pulmonaire. Là encore, une auto-immunité est présente également dans ces maladies. Et là encore, au sein du service d'immunologie pédiatrique où je travaille, on a été mené des essais, alors c'est extrêmement récent, c'est les 2 années qui viennent de s'écouler, de traitement, c'est tout à fait expérimental, mais c'est des enfants qui ont une maladie sévère, qui peuvent décéder de leur atteinte pulmonaire, de traitement par des médicaments qu'on n'avait pas du tout l'habitude d'utiliser dans ce genre de maladie, traiter des enfants par ces médicaments qui bloquent la sécrétion d'interféron alpha. Et donc, vous voyez ici l'évolution après 1 mois, après 3 mois, le poumon qui se nettoie complètement. Il y a un scanner pulmonaire. Donc ça, c'est le docteur Neven qui a fait ces études dans notre service. Donc, une efficacité tout à fait extraordinaire de ces médicaments qui bloquent, même si c'est assez suspensif et qu'on ne va pas traiter la cause de la maladie comme ça. Et donc, finalement, vous voyez 3 exemples de tableaux cliniques de maladies auto-inflammatoires. Pourquoi, finalement, pourquoi est-ce qu'il y a de ces patients de l'inflammation? Je vous ai montré tout à l'heure toute la séquence qui conduisait à la sécrétion d'interféron alpha avec le senseur, l'adaptateur, le facteur de transcription également. Une de ces voies est responsable de la production de cytokines pro-inflammatoires, donc qui vont donner de l'inflammation, l'interleukine 6, le TNF notamment, et donc vont produire de l'inflammation dans une activation intrinsèque de la voie de la sécrétion d'interféron alpha dans la cellule. Donc voilà, l'interféron alpha sécrété en excès va aboutir à la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires, ce qui va expliquer donc ces maladies. Donc là, c'était pour l'inflammation, mais là, je vous ai pas quelque chose dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, c'est que dans ce grand tableau avec toutes les atteintes, tous les gènes, il y a cette maladie qui s'appelle le lupus systémique, qui est la maladie auto-immune par excellence pour les médecins que nous sommes, les internistes. C'est une maladie, je vous ai dit, très multi-organes. Les lymphocytes B fabriquent des anticorps qui vont se diriger contre la peau, le rein, etc. Et c'est une maladie que personne n'avait considérée comme possiblement d'origine génétique.
avant ces tableaux, avant l'identification de cette interféronopathie, donc ce qui va amener à des considérations intéressantes sur un plan physiopathologique. Donc le lupus systémique, je vous ai dit tout à l'heure, ça touche beaucoup d'organes, et puis il y a des critères de classification, je vous en ai mis un, donc qui comporte une atteinte cutanée, une atteinte auto-immune articulaire, cette fois-ci plus de l'inflammation, c'est des anticorps, l'immunité adaptative qui va être responsable de l'atteinte surtout de la peau, des articulations et du rein, du système nerveux, enfin tous les organes peuvent être atteints puisque cette maladie résulte de la fabrication par les lymphocytes B, de façon très schématique, d'anticorps qui vont être dirigés contre les noyaux, donc contre l'ensemble des organes potentiels de l'organisme. Et donc, vous voyez que cette combinaison, il faut avoir au moins 4 critères. Cette classification, finalement, ça peut aboutir à plus de 1000 combinaisons possibles si on classe les critères les uns par rapport aux autres. Mais n'empêche qu'on a toujours considéré, jusqu'à une date extrêmement récente, et c'est là où les maladies dont je vous parle sont quand même très intéressantes, comme une maladie unique. Qu'est-ce que c'est quels sont les mécanismes de cette maladie unique du lupus? Donc, on retrouve l'interféron alpha dont je viens de vous parler. L'interféron alpha a été élevé dans les maladies génétiques rares, monogéniques, les interféronopathies type 1. Et on sait depuis longtemps que dans un certain nombre de maladies auto-immunes, cet interféron alpha est aussi sécrété. Et si on fait une signature ici, on regarde l'expression des gènes sous la dépendance de l'interféron alpha, eh bien, on retrouve une signature interféron alpha. Donc c'est une interféronopathie, mais ça n'est pas une interféronopathie monogénique liée à un seul gène. Et finalement, l'interféron alpha, on sait depuis longtemps qu'il intervient dans des maladies auto-immunes. Là, c'est le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. L'interféron alpha va intervenir de façon intrinsèque dans la cellule avec des cascades, des réactions en cascade pour appuyer des cytokines qui vont produire l'inflammation de la maladie auto-inflammatoire. Mais aussi, il peut être en réponse à un certain nombre de stimuli fabriqués par des cellules, notamment des cellules dendritiques, qui vont activer le lymphocyte B, qui va donc produire ces fameux anticorps dirigés contre les constituants du noyau et produire, alors cette fois-ci de façon extrinsèque, à distance, de l'interféron alpha. Donc cette cytokine est responsable aussi bien d'auto-inflammation, plutôt dans des maladies connues comme génétiques, monogéniques, que d'auto-immunité connues dans des maladies plus complexes. Juste cette diapositive très compliquée pour montrer que dans ces maladies complexes comme le lupus, certes, l'interféron alpha est important, comme je viens de vous dire, mais qu'il y a des tas d'autres mécanismes qui interviennent, c'est une maladie extrêmement complexe, donc qui pourra expliquer que peut-être que des traitements ciblant l'interféron alpha parfois seront efficaces, parfois ne seront pas efficaces, parce qu'il y a énormément d'autres agents, maladies complexes, qui interviennent dans la physiopathologie, contrairement, de façon un peu schématique, aux maladies dont je viens de vous parler, où c'est vraiment une substance qui va être responsable de la pathologie. Et finalement, pour des internistes qui connaissent depuis très longtemps le lupus systémique, là, ils ont eu beaucoup de mal à entendre pendant longtemps qu'il pouvait y avoir une fraction de ces maladies qui soit d'origine monogénique, parce que c'est considéré comme une maladie extrêmement complexe, étant la conséquence de très nombreux facteurs génétiques, mais pas au sens monogénique dont je viens de vous parler, un gène muté de façon qui a un poids génétique fort et une responsabilité forte dans la genèse de la maladie. Mais il y a plein de ce qu'on appelle des polymorphismes ou des variations de très nombreux gènes qui en eux-mêmes, isolément, n'ont pas beaucoup d'activité, mais qui de façon, s'additionnant les uns aux autres, vont entraîner une susceptibilité à développer un lupus chez certaines personnes avec d'autres facteurs qui vont intervenir dans l'environnement, l'épigénétique, des facteurs hormonaux, etc., etc. Donc, ce qui explique que c'est une maladie extrêmement diverse. Donc, vous voyez qu'on est très loin dans cette maladie qui n'est pas rare chez l'adulte, qui est rare chez l'enfant, mais qui n'est pas très rare chez l'adulte, extrêmement complexe, plein d'organes atteints associés à une sécrétion d'interféron alpha. On est très loin du concept de maladie génétique dont je vous ai parlé dans la première partie. Et pourtant, vous voyez ici, au moins, on revient à nos interféronopathies génétiques, au moins 6 entités sont associées à la survenue d'un lupus qui répond aux classifications dont je vous ai parlé ici. Et donc, voilà, avec différents gènes, un certain nombre de gènes, un certain nombre d'écarts d'écoutière. Et donc, ces patients vont développer un lupus systémique alors qu'ils ont une maladie génétique monogénique, ce qui va conduire à introduire le concept, là aussi un peu novateur, qui a eu un petit peu de mal à entrer dans les esprits, de lupus monogénique, qui, vous voyez, est très loin de ce qu'on pouvait imaginer il y a plusieurs années.
Et donc finalement, cette maladie très rare, quand on se planche sur l'auto-immunité, on aboutit au fait qu'on considère non plus qu'il s'agit d'une maladie unique, mais peut-être de plusieurs maladies, avec bien sûr l'immense majorité des cas qui reste une maladie complexe avec des facteurs génétiques peu importants, des facteurs environnementaux, et puis une petite partie de ces maladies qui sont des maladies génétiques, et notamment ces interphénopathies de type 1, sachant qu'il y a d'autres maladies qui sont responsables. Mais cette pathologie a vraiment mis en lumière le fait que ça n'était pas une maladie unique, mais des maladies. Et donc, on arrive à la conception que, je vous ai dit que ces maladies commençaient souvent très tôt dans la vie, que quand on est très jeune, dans les premières années de vie, le lupus est extrêmement rare, mais si on a l'anomalie d'un gène qui favorise la survenue de cette maladie, il y aura une forte proportion de maladies lupiques qui seront liées à l'anomalie d'un seul gène monogénique, et que plus on va vieillir, plus les facteurs environnementaux, les facteurs polygéniques complexes vont intervenir, et donc on arrivera donc à ce grand paquet de lupus monogénique opposé au lupus monogénique. Et quand on reprend ce tableau, finalement, ces maladies illustrent aussi peut-être le fait que ce sont des facteurs génétiques notamment qui expliquent la variabilité de l'expression clinique de ces interféronopathies de type 1, qu'en fonction de telle ou telle mutation, on va avoir de façon préférentielle une anomalie cutanée, ici dans ces syndromes des cardies gouttières, une auto-immunité hématologique, une atteinte articulaire, un déficit immunitaire, une atteinte rénale. Donc peut-être le poids de la génétique, ça apporte encore un argument supplémentaire pour penser qu'il ne s'agit pas d'une maladie unique, mais de maladies différentes. Le poids de la génétique crée en partie l'extrême variabilité d'expression de cette maladie, tantôt rénale, tantôt cutanée, les deux, etc. Donc finalement, pour conclure cette revue sur ces interféronopathies de type 1, donc finalement, il s'agit d'une nouvelle maladie qui est à la fois auto-immune et auto-inflammatoire. C'est une nouvelle maladie auto-inflammatoire, certainement, elle répond aux critères, produit de l'inflammation, c'est le système immunitaire inné, mais c'est aussi une maladie génétique, puisqu'elle illustre très bien le concept de lupus monogénique et a introduit le concept de lupus monogénique. Et maintenant, en pédiatrie, il y a tout à fait une autre façon de penser sur des maladies inflammatoires au sens large que l'on ne pensait pas du tout génétiques. On sait que quand elles commencent très tôt dans la vie, elles ont une forte composition génétique. Elle illustre aussi la limite des classifications. C'est vrai qu'on a, pendant très longtemps, on a séparé l'auto-inflammation, l'auto-immunité, c'était assez exclusif l'un de l'autre. Finalement, en tant que clinicien, ce qui est important, c'est de comprendre au mieux le mécanisme des maladies avec la finalité de traiter ces patients avec les traitements les plus ciblés possibles. Et vous savez qu'on arrive dans l'ère de thérapeutique ciblée contre une cytokine, contre des cellules très particulières. Et donc, ces pathologies illustrent bien cette démarche. On a eu des maladies très rares qui étaient associées à une expression inappropriée d'une cytokine, en l'occurrence interféron alpha. Certains médecins ont l'idée d'utiliser des médicaments inhibant la production excessive d'interféronopathie dans ces maladies génétiques. Et le développement ultérieur a été que ces maladies rares ont permis une meilleure connaissance de maladies plus complexes, plus fréquentes, comme le lupus systémique, d'autres maladies auto-immunes, et ont amené les médecins à proposer également des traitements ciblant l'interféron alpha dans ces maladies plus complexes. Et donc, finalement, ce fleuve qui séparait au début l'auto-immunité et l'auto-inflammation avec deux abords thérapeutiques très différents, là aussi, est franchi par un autre pont. Finalement, là, on a des médicaments qui ciblent une cytokine, qui vont agir aussi bien dans des maladies auto-inflammatoires, très bien, que peut-être un peu moins bien, parce que des maladies plus complexes, dans des maladies auto-immunes. Et donc ces maladies extrêmement rares illustrent bien le cheminement qu'on a en pédiatrie quand on s'intéresse aux maladies inflammatoires, la génétique actuellement, de comment on passe du très rare au moins rare et comment ça amène à faire des progrès thérapeutiques assez importants.
Voilà. Donc, il me reste à remercier premièrement le professeur Cros, qui donc, est le père de ces interféronopathies génétiques, qui travaille à l'Institut Imagine et avec qui j'ai le plaisir de collaborer depuis longtemps. Et bien sûr, le professeur Fischer, qui a dirigé pendant longtemps ce grand institut de maladies génétiques et qui a permis cette collaboration. Merci de votre attention.